accueillir Madame Chantal Naturel, qui est maître de conférence à la Sorbonne et qui vraiment nous a fait un grand plaisir en nous sollicitant pour organiser une des journées de votre séminaire ici à Dives-sur-Mer. Et c'est un grand honneur de vous recevoir ici tous aujourd'hui pour notre médiathèque. Donc je laisse la parole à Madame Naturel. Merci Martine. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le maire où il a eu la gentillesse de nous accueillir, de nous dire ces mots chaleureux et de retracer l'historique de sa ville, d'avoir soutenu également ce projet. Je voudrais remercier aussi Madame Danielle Garnier, que j'ai rencontrée en février, adjointe au maire à la culture et qui a été favorable aussi à la réalisation de ce projet. Alors, mon interlocutrice a été Martine François. Nous avons bien collaboré, préparé ce projet aussi bien que possible dans les 6 mois qui ont précédé. Et je la remercie de nous accueillir dans sa médiathèque et je remercie aussi toutes les personnes qui travaillent autour d'elle, qui sont restées tard hier pour les essais techniques. Alors, avant de dire quelques mots sur Dives, ce qui est l'objet de mon introduction, je rappelle que j'ai co-organisé ce colloque avec Eugène Nicole, qui est présent au premier rang, professeur à l'Université de New York, et que nous venons de vivre un moment émouvant, digne de ceux que nous voyons à la télévision, puisqu'il a retrouvé le docteur Jean-Paul Henriet, qui était son camarade d'études il y a 55 ans, je crois, à l'Université de Caen, et ils ne s'étaient jamais revus. Donc vous voyez que nous sommes les vétérans, comme des vétérans. Voilà, comme des vétérans, c'est la résurrection du passé, nous sommes en pleine mémoire, là elle est un peu volontaire, mais inattendue aussi. On avait parlé de balles de De balles. Et merci à vous tous d'être là, et aux conférenciers notamment. Donc je vais dire en introduction quelques mots sur Dives, dans la vie et l'œuvre de Proust. Alors la première particularité de Dives, quand on arrive, on l'aperçoit immédiatement, c'est que cette ville qui s'appelle Dives-sur-Mer n'est pas au bord de la mer, si j'ai bien compris, hein, alors je me suis trompée de localisation, mais je ne pense pas. Et ce sera l'objet de la déception de Proust. Il s'attend à être au bord de la mer, il arrive à la gare, qui s'appelle maintenant Dives-Cabourg, et il ne voit pas la mer. Alors, le nom de Dives et le nom de Dives-sur-Mer, alors les personnes de Dives nous expliqueront sans doute pourquoi on dit plutôt Dives que Dives-sur-Mer. Donc, le nom de Dives figure pour la première fois dans la correspondance de Proust en 1903. Alors, je rappelle à ceux qui n'auraient pas toute la biographie de Proust en tête qu'il vient au Grand Hôtel de Cabourg, qui n'est pas encore le Grand Hôtel tel qu'on le connaît, qui n'apparaîtra qu'en 1907, en 1890, alors qu'il vient d'achever son service militaire, enfin son volontariat plus exactement, à Orléans, eh bien il vient, comme dit Kolb, en permission à Cabourg. Alors en 1903, que se passe-t-il? Il va partir à Trouville, hein, parce qu'il a fréquenté d'abord Trouville, notamment pour voir ses amis les Strauss. Il part à Trouville pour passer justement la journée chez Madame Strauss et il demande à Léon Rietmann ce qu'il y a de plus beau à voir en revenant de, je le cite, Trouville, Bayeux, Caen, Dives, Lisieux, etc. En 1906, dans une lettre à Madame Strauss, toujours la même, il cherche une location à Trouville et dans un post-scriptum, il l'interroge sur un château qui se situe à 2 km de Dives. Il ne louera pas finalement, donc nous n'en saurons pas plus. À la mi-août 1907, de Cabourg, il écrit à Emmanuel Bibesco qu'il s'est rendu à Bayeux, Balleroy, Caen. Il reprend cette énumération quelques jours plus tard dans une lettre qu'il envoie cette fois-ci à Émile Malle, mais il ajoute Dives. Et je trouve que cet ajout est intéressant
lorsqu'il s'adresse à l'historien d'art, spécialiste du Moyen-Âge, auteur de plusieurs monographies sur les églises et les cathédrales, il mentionne Dives. Alors, la disposition de ces villes peut laisser penser qu'il a consacré une journée à Dives, parce que les premières se situant à l'ouest et Dives plutôt à l'est de Cabourg. C'est-à-dire que Proust s'intéresse d'abord à Dives comme modèle possible de la vieille ville provinciale alsacienne. Dans une lettre datée du 11 mai 1915, il compare le cidre de M. Strauss à celui de Guillaume le Conquérant. Donc cette fois-ci, ce n'est pas qu'une question de localisation, de topographie. L'hostellerie de Guillaume le Conquérant est mentionnée à travers le cidre comparable à celui de M. Strauss. Et donc, vous voyez que l'on a progressé dans le temps, on est passé à 1915 et le souvenir de Dives est toujours présent dans l'esprit de Proust. Dans la lettre dédicace à Jacques de Lacretelle du 20 avril 1918, où il affirme la multiplicité des modèles pour chaque composante de son œuvre, il dit ne plus savoir si le pavage de l'église de Combray est celui de Saint-Pierre-sur-Dives ou celui de Lisieux. Donc là, ne confondons pas Saint-Pierre-sur-Dives et Dives-sur-Mer. Il a mentionné les deux. Mais on voit que pour concevoir l'église, dans toutes ses composantes, l'église de Combray, celle que l'on identifie à l'église Saint-Jacques de la ville qui s'appelle maintenant Igué-Combray, et maintenant c'est depuis 1971. Donc quand il conçoit Combray, quand il conçoit l'église de Combray, il pense aussi à ce qu'il a vu en Normandie, et notamment dans ces deux villes qui portent le toponyme de Dives. Alors la première référence à Dives dans les jeunes filles passe par Madame de Sévigné. Dans le volume 2, le héros voyage en train avec sa grand-mère de Paris à ce qui sera Balbec, et la grand-mère explique que si elle fait ce périple, c'est surtout par amour pour Madame de Sévigné. La grand-mère est passionnée par Madame de Sévigné, notamment évidemment dans son rapport à sa fille, où elle peut se projeter. La même relation de complicité existait entre la grand-mère et la mère de Proust. Et Madame de Sévigné a séjourné à l'hostellerie de Guillaume le Conquérant. Donc c'est une première identification importante, puisque tout est important quand il s'agit de la mère ou de la grand-mère. Le lien que Proust va entretenir avec Dives relève déjà du pèlerinage affectif qui passe par la lecture, de même qu'il se rend à Amiens sur les traces de Ruskin, pour retrouver Ruskin. Alors, je rappelle aussi, parce que vous n'êtes sans doute pas tous connaisseurs de l'œuvre, qu'il y a deux Balbec, Cabourg est trouvé également, les modèles sont toujours multiples. Cabourg est devenu Balbec, et c'est Balbec-Plage, et Dives est devenu, Dives-sur-Mer, est devenu Balbec-en-Terre, puisque Proust a été déçu que cette ville ne soit pas au bord de la mer. Donc il l'a puni en l'appelant Balbec-en-Terre. Donc l'arrivée à Balbec-en-Terre, appelée aussi Balbec-le-Vieux, est placée sous le signe de la déception, ce qui est très souvent le cas des expériences de confrontation avec le réel chez Proust. Déception, je vous l'ai dit, parce que la ville n'est pas au bord de la mer. Déception face à l'église, parce qu'il l'avait idéalisée et qu'elle est tout simplement réelle, donc un peu noirâtre, un peu dans un état normal finalement. Alors, donc deux choses importantes, deux composantes importantes pour ce qui est de cette ville de Dives-sur-Mer, l'hostellerie de Guillaume le Conquérant et l'église. Dans La prisonnière, le héros, donc on est bien loin des jeunes filles en fleurs, le héros, qui se trouve à Paris, rend visite à la duchesse de Guermantes, incarnation d'une aristocratie pour laquelle Albertine manifeste la plus grande indifférence quand elle apprend que la duchesse loge dans le même hôtel qu'eux.
La simplicité naturelle et ancestrale de la duchesse, quasi paysanne, est mise en parallèle avec celle du propriétaire de l'hôtellerie Guillaume le Conquérant de Dives, qui a gardé une apparence de paysan et qui, millionnaire, cuisine lui-même. Alors, si on regarde maintenant du côté de la genèse, autrement dit de la construction de l'œuvre à travers les cahiers brouillons, dans le cahier 1, qui date de 1908, principalement consacré à Sainte-Beuve et Balzac, et donc aux Guermantes, le nom de Dives est rayé pour laisser place à la seule mention de Guillaume le Conquérant. Une comparaison s'établit déjà entre l'attachement aux valeurs ancestrales de la vieille noblesse et les hôteliers avisés du Mont-Saint-Michel ou de Dives, Guillaume le Conquérant, qui ont compris que le charme était précisément dans la sauvegarde de cette antiquité. Charme rétrospectif. Le nom de Dives a donc été rétabli dans la prisonnière. Il figurait au départ, a été rayé puis rétabli. Le nom de Dives se retrouve dans le cahier 8, consacré à la rédaction d'un premier état de Combray. Il figure dans un ajout marginal du folio 65 recto, complétant la présentation d'un des sires de Guermantes, qui était un des compagnons du fameux Guillaume. Son nom est écrit dans l'église de Dives. Je pense qu'on nous montrera cet après-midi, la liste des compagnons de Guillaume le Conquérant, telle qu'elle figure dans l'église. Tout le passage était consacré à une description du village de Combray. À propos de cette place du village, l'attention est attirée sur l'inscription en magnifiques lettres d'or du mot billard, mais ajoute l'écrivain, il semblerait qu'un arrêté préfectoral en interdise l'installation à cause de sa proximité avec une maison classée. Il est ensuite précisé, ce sont principalement les Anglais qui n'ont jamais fait grand bien à la France, qui viennent voir ces curiosités. Bon, ça doit être le cas encore à l'heure actuelle, puisque l'hôtel était rempli d'Anglais, où l'on était cette nuit. Une croix renvoie alors à l'ajout marginal qui se termine par une référence à l'église de Dives. Dives n'est donc plus cité pour son hôtelier, mais pour son église, rejoignant ainsi le sujet principal de la description, l'église de Combray avec ses vitraux. Quelques pages plus loin, dans le même cahier 32, on reconnaît le modèle Dives dans la désignation de Bouillebec. Bouillebec attire l'attention du héros pour son mascaret, très vite oublié en faveur de ses vitraux. Je le cite, « Je savais qu'il y avait là une des plus belles chapelles gothiques de la Normandie, avec de beaux vitraux et un Christ miraculeux qui avait été trouvé au fond des eaux. » On y arrive. Puis Bouillebec suscite un parallélisme entre la Normandie et l'Italie, de Florence, Parme, qui séduit par temps ensoleillé, alors que Bouillebec exerce son attraction par temps froid et pluvieux. L'auteur revient alors aux vitraux de l'église, qui devaient s'ouvrir sur cet océan sans limite où on avait trouvé le Christ miraculeux, et qui eux-mêmes devaient être glauques et porter des navires peints sur leurs flots échevelés d'émail. Et s'opère le retour à l'auberge qui permet de revenir au mascaret initial. À côté, une auberge où je prendrai le café au lait avant d'aller voir le mascaret. Le passage est alors interrompu. Le café au lait, dont nous avons parlé d'ailleurs hier ou avant-hier en Sorbonne, sera ultérieurement apporté par une jeune fille lors d'un arrêt de train, créant une image forte et persistante. Donc l'origine du café au lait, elle est là. C'est le café au lait qu'il prend à l'auberge à Dives. La légende du Christ miraculeux fut attribuée dans la version publiée des Jeunes filles en fleurs 2 à l'église de Balbec-le-Vieux. Elle permet même d'authentifier la ville où arrive le héros, alors que son éloignement de la mer, dû à la confusion de cette localité avec Balbec-Plage, est, comme je l'ai dit, facteur de déception. La confusion vient du nom de Balbec, lu en lettres blanches, sur un avertisseur bleu. Et le clocher se dresse, non pas au bord de la mer, mais sur une place, en face d'un café, qui portait écrit en lettres d'or le mot billard. Le billard du cahier 8, autrement dit de ce qui était alors la place de Combray, a donc migré vers Balbec, où il permet d'établir un parallélisme poétique avec l'avertisseur bleu aux lettres blanches sur lequel figure le nom de la ville. Dives est placé sous le signe du dédoublement spatial, Balbec en terre, Balbec plage,
Dédoublement temporel, confrontation entre le présent et le passé, incarné par l'hostellerie de Guillaume le Conquérant. Dédoublement entre réel et imaginaire, d'Yves et Balbec le Vieux. D'Yves, c'est surtout, et enfin, un vitrail dans lequel s'inscrit une légende, comme le vitrail de la cathédrale de Rouen où s'inscrit la légende de Saint-Julien l'Hospitalier, comme le vitrail de l'église de Combray qui reproduit l'histoire de Gilbert le Mauvais. Masquée dans Les jeunes filles en fleurs, la petite ville réelle fait irruption dans la prisonnière, créant un effet de surprise. Alors que l'action se déroule dans un hôtel particulier parisien, au sein du milieu aristocratique, le lecteur se trouve propulsé dans un autre lieu, inconnu de lui, et dans un autre temps, et cela grâce au processus analogique. Si vous avez quelques questions, avant que je passe la parole à François. En tout cas, D'Yves est présent dans l'esprit de Proust quand il conçoit Combray. Je pense qu'il est à Cabourg, quand il fait de nombreux séjours à Cabourg, quand il conçoit son œuvre à la recherche du temps perdu. Et donc il y a Cabourg d'un côté, ce qui va devenir Balbec plage, et puis de l'autre côté, il a besoin d'un modèle pour construire la petite ville provinciale. Il est loin d'Illiers, même si ensuite il va évidemment faire ressurgir Illiers, mais sur place, il est évidemment plus facile de trouver une petite ville provinciale comme modèle que de se rendre en Eure-et-Loire. Oui. Mireille, on peut peut-être rajouter les lettres de 1908, où il signale à Debilly et à d'autres, et à Reynaldo, qu'il a envie de louer le fameux château dont vous parlez. Oui, et donc oui, il faut bien sûr. donner le nom quand même, parce que c'est un château qui est à 3 minutes d'ici, 2 minutes en voiture. Il s'appelle le château de Sarlabo. Oui. Et c'est un château qui était en fait une ferme auberge, où il est allé aussi, il le dit une fois. On passe à côté lorsqu'on emprunte la route de Lisieux. Et cette ferme, ce château de Sarlabo, je dis ça d'ailleurs parce que j'avais rencontré il y a quelques années les anciens propriétaires, il était vendu il y a 4-5 ans, et les anciens propriétaires disaient « Mais attention, vous êtes au château de Sarlabo à la Raspelière ». Parce que vous avez non pas 3 vues, mais 2 vues, et c'est vrai que c'est très beau. Vous avez la campagne d'un côté au sud, et la mer au nord-ouest. Voilà. Et ce château, il avait rêvé, il a une vingtaine de chambres, Proust avait rêvé de le louer avec Albufera en 1904, et en 1906, en 1908, il a de nouveau, il est alloué, et il se dit, il y renonce finalement. Et il y renonce parce que dans l'intervalle, Albufera est malade. Ah. C'est la maladie de Albufera qui fait qu'il... Merci pour cette précision prolongée. Les vrais Proustiens sont du cru. Alors vous êtes bien loin et pourtant vous êtes très proustien. Alors la matinée est consacrée à la Normandie impressionniste. Et nous allons entendre maintenant François Proux, que je vais vous présenter. Puis il y aura une table ronde des doctorants, malheureusement réduite à 2 intervenants, parce que le 3e, Emilio Campagnoli, est souffrant et très gravement souffrant à Lisieux. Enfin, il a dû s'arrêter à Lisieux hier soir. Et ensuite, nous terminerons avec Yasue Kato et sa statue d'Albertine retrouvée en mer, la clôture d'un ombre des jeunes filles en fleurs. Donc évidemment, il y a une métaphore évidente entre la statue d'Albertine et la croix, le Christ en bois retrouvé en mer, je pense. Donc François Proux est professeur associé au département de français et d'italien de l'Université de l'Illinois aux États-Unis. Il est membre associé de l'équipe Proust de l'ITEM, membre du comité directeur du projet COR, CO2R pour correspondance Proust, nouvelle édition numérique de la correspondance de Proust, et depuis cette année, membre du comité éditorial du bulletin Marcel Proust. Il a co-dirigé en 2015 et corrigé
En 2015, le livre Proust and the Art, chez Cambridge University Press, et son nouvel ouvrage. Alors là, je vais vous le laisser lire. Les victimes du livre. Ah bon, les victimes du livre, en disant lecture la lecture est masculin la fin de siècle en France. Va paraître en 2019 à l'université, aux presses de l'université de Toronto. Et l'intitulé de sa communication, eh bien, c'est La mer fleurie de Heredia à Helsinki.